Je m'appelle Lucas Harper et, jusqu'à il y a 6 mois, je vivais ce que je croyais être une belle vie à Spring Piney, dans l'Oregon. Une belle maison dans un quartier calme, un emploi stable de spécialiste en cybersécurité pour une entreprise technologique. Et Emma, ma femme depuis 9 ans, mais vous savez ce qu'on dit des eaux calmes, elles peuvent cacher les courants les plus profonds. Nous nous sommes rencontrés à la fac. Emma étudiait l'éducation et je terminais mon diplôme d'informatique. Elle avait ce rire contagieux qui remplissait une pièce. Et lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, c'est sa joie de vivre qui m'a attiré. Nous nous sommes mariés 1 an après l'obtention de notre diplôme, avons acheté notre première maison et avons planifié notre avenir ensemble. Nous aurons 2 enfants, disait Emma en traçant des motifs sur ma poitrine, allongée dans notre lit. Peut-être un chien, et nous les emmènerons camper tous les étés, comme mes parents le faisaient avec nous. Je souriais et hochais la tête, imaginant déjà des versions miniatures d'Emma courant dans notre jardin. Pendant les 5 premières années, notre mariage était réussi. Pas parfait, mais réussi. Nous avons travaillé dur, économisé et commencé à essayer d'avoir un enfant vers notre 3e anniversaire de mariage. C'est là que les choses ont commencé à changer. Après 2 ans d'essais infructueux, nous avons consulté des spécialistes. Des examens ont été effectués, des options ont été envisagées, et le fardeau émotionnel s'est alourdi de mois en mois. Emma a vécu la situation difficile. Sa sœur, Bri, a eu 2 enfants sans même essayer. Son aîné, Max, est né alors que Bri avait à peine 21 ans, et sa fille, Lily, est née 3 ans plus tard. Chaque invitation à une baby shower devenait un véritable casse-tête pour Emma. Ce n'est pas juste, disait-elle en fixant le plafond de notre chambre. Pourquoi est-ce si facile pour les autres? Je lui tenais la main et lui disais que nous trouverions une solution, que nous avions des options, que nous étions dans le même bateau. Mais après 5 ans de mariage, j'ai commencé à remarquer un changement chez Emma. La distance entre nous s'est progressivement creusée au début. De subtils changements dans son comportement. Sa façon de se détourner quand je la rejoignais le soir, ses sourires devenant moins fréquents. À notre 7e anniversaire de mariage, nous avions arrêté d'essayer d'avoir un enfant. À notre 8e, nous n'en parlions plus du tout. Et à notre 9e, je me demandais parfois si nous vivions encore sous le même toit. C'est alors que Bri a frappé à notre porte. C'était un mardi soir pluvieux d'avril. Je venais de terminer une visioconférence avec des clients et j'avais hâte de dîner tranquillement. Peut-être convaincre Emma de regarder un film avec moi. N'importe quoi pour combler le fossé grandissant entre nous. Puis la sonnette a retenti. Emma est arrivée avant moi. J'ai entendu des voix dans le couloir. Le halètement surpris d'Emma, puis le ton dramatique inimitable de Bray, suivi de voix d'enfant. Je suis entré dans notre salon et j'ai trouvé Emma serrant sa sœur dans mes bras, tandis que 2 enfants se tenaient maladroitement dans l'embrasure de la porte, leurs valises à leurs pieds. Lucas, a dit Emma en se tournant vers moi avec plus d'animation que je n'en avais vu depuis des mois. Bri, juste pour quelques jours. Bri a essuyé des larmes que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer surgir sur commande. À 32 ans, la sœur cadette d'Emma avait toujours été la tornade familiale, semant la destruction sur son passage tout en s'en sortant indemne. Elle était jolie, ce qui attirait l'attention. Cheveux roux vifs, teint bien sûr, toujours habillée comme si elle se rendait à une séance photo, et avec un talent pour transformer chaque situation en son propre sujet. James m'a mise à la porte, expliqua-t-elle en guidant ses enfants, Max, maintenant 11 ans, et Lily 8 ans, vers notre canapé. Ce salaud a changé les serrures pendant que j'allais chercher les enfants à l'école. Tu y crois? J'y croyais, en fait. D'après le peu que je savais de James, il avait supporté les histoires de Brest plus longtemps que la plupart des gens. Mais je gardais cette pensée pour moi. Bien sûr que tu peux rester, dit Emma avant même que je puisse comprendre ce qui se passait. Pas vrai, Lucas? Que pouvais-je dire? Juste quelques jours me semblaient raisonnables. Alors, j'ai hoché la tête, aidé à récupérer d'autres sacs de la voiture de Bray et vider notre chambre d'amis. Ce soir-là, alors qu'Emma et moi nous préparions à aller au lit, j'ai essayé d'en savoir plus. Que s'est-il passé avec James? Ai-je demandé d'un ton neutre. Emma a haussé les épaules. Bri a dit qu'il était impossible ces derniers temps. Autoritaire. Ils se sont disputés et il a pété les plombs. A-t-elle dit pourquoi ils se disputaient? Ma femme m'a lancé un regard devenu trop familier. Un mélange d'agacement et de mépris. Est-ce important? C'est ma sœur, Lucas.
Elle a besoin de nous. J'ai laissé tomber. Après tout, ce n'était que pour quelques jours. Sauf que non. 3 jours se sont transformés en une semaine. Une semaine en 2. Au bout d'un mois, Brie avait dispersé ses affaires dans toute la maison comme une espèce envahissante. Son maquillage encombrait le comptoir de la salle de bain. Ses verres à vin, toujours à moitié remplis du coûteux cabernet que j'avais payé, parsemaient notre salon. Les jouets de ses enfants tendaient une embuscade à mes pieds nus au milieu de la nuit. Et Brie elle-même semblait prendre un malin plaisir à perturber mes routines. Si je travaillais à la maison, elle amenait les enfants me poser des questions sur mon ordinateur. Si je regardais les informations le soir, elle changeait de chaîne pour la télé-réalité. Si je me préparais un sandwich, elle commentait mes choix alimentaires ennuyeux. Ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas la présence de Bray, mais la réaction d'Emma. Ma femme, qui n'avait presque pas souri depuis des mois, s'est soudain animée à nouveau. Elle et Brie veillaient tard, buvant du vin et riant comme des adolescentes. Elles se remémoraient leur enfance, faisaient des blagues et planifiaient des sorties shopping. C'était comme si Emma avait hiberné et que l'arrivée de Bray l'avait réveillée, mais pas pour moi. Avec moi, Emma restait distante, distraite. 6 semaines après l'arrivée de Bray, j'ai essayé de discuter de la situation avec Emma. Nous étions dans notre chambre, le seul espace de la maison qui nous appartenait encore un peu, même si cela était compromis par l'habitude de Bray de faire irruption sans frapper. « As-tu parlé à Brie de ses projets ?» J'ai demandé prudemment, assis au bord de notre lit. Ça fait plus d'1 mois. Emma se démaquillait devant sa coiffeuse, me tournant le dos. J'ai vu ses épaules se crisper. Elle traverse une période difficile. Lucas. Les formalités du divorce viennent de commencer. Je comprends, mais il faut qu'on pose des limites. Les enfants perturbent mes appels professionnels. Et Brie, les enfants, c'est juste des enfants. Emma m'a interrompu en se tournant vers moi. Et Brie est ma sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La mettre dehors? Ce n'est pas ce que je dis. Je pense juste qu'il faut qu'on établisse des règles de base. Peut-être l'aider à trouver sa place. Les yeux d'Emma se plissèrent. Tu ne l'as jamais aimée, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'affection pour elle. C'est une question de notre foyer et de notre mariage. Elle a ri, d'un rire bref et amer qui a fait l'effet d'une gifle. Notre mariage? Et maintenant, tu t'inquiètes pour notre mariage? Où était cette inquiétude ces 2 dernières années, Lucas? J'étais stupéfaite. On n'avait pas vraiment parlé de nous depuis si longtemps que son accusation m'a pris au dépourvu. Garde. J'ai toujours été inquiète pour notre mariage, dis-je doucement. J'ai essayé de te joindre, Emma. C'est toi qui t'éloignes. Parce que tu as abandonné, rétorqua-t-elle, les larmes aux yeux. Tu as abandonné l'idée qu'on est une famille. Tu étais tellement absorbé par ton travail, par ta routine. Au moins, Brie me donne l'impression de ne pas être seule dans cette maison. Ces mots me firent l'effet d'un coup de poing. Avais-je abandonné? Je pensais lui laisser de l'espace, respecter son besoin d'accepter notre incapacité à avoir des enfants. J'avais essayé d'être forte pour nous deux. Je n'ai jamais abandonné, dis-je. Mais même à mes oreilles, ces mots sonnaient creux. Emma se tourna vers son miroir, mettant fin à la conversation. Brie et les enfants ont besoin de nous maintenant. Ce n'est pas pour toujours. Mais alors que je restais éveillé cette nuit-là, j'écoutais Brie fouiller dans notre cuisine en bas. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment que, pas pour toujours, se transformait en quelque chose qui semblait étonnamment indéfini. Et j'avais raison. 2 mois après l'emménagement de Brie, notre maison ne me ressemblait plus. Mon bureau était devenu la salle de devoir des enfants l'après-midi. Notre paisible jardin était désormais dominé par une piscine gonflable criarde que Brie avait achetée avec ma carte de crédit pour l'été des enfants. Elle l'avait expliqué à Emma, qui avait trouvé l'idée merveilleuse, mais le vrai changement résidait dans la façon dont Brie me parlait. Ce qui avait commencé comme des pics subtils s'était transformé en un manque de respect flagrant. « Tu portes toujours ce vieux t-shirt, hein, Lucas ?» me disait-elle au petit déjeuner. « Tu n'as pas de style du tout, ou, quand je rentrais du travail, le robot retournait à sa station de charge. » Emma ne me défendait jamais. Parfois, elle riait même comme si les commentaires de Bray n'étaient que des taquineries bon enfant. À chaque fois, je sentais quelque chose en moi se durcir un peu plus. Un soir,
je suis rentré tard du travail et j'ai trouvé la porte de mon bureau verrouillée. J'entendais des gloussements à l'intérieur, le rire si particulier de Bray, et une autre voix que je n'arrivais pas à cerner immédiatement. J'ai frappé, agacé qu'il se soit enfermé dans mon espace de travail. 1 minute, a crié Brie, suivi d'autres rires et de voix chuchotées. Quand la porte s'est enfin ouverte, j'ai trouvé Brie et un homme que je n'avais jamais vu auparavant assis à mon bureau, mon ordinateur ouvert devant eux. Des bouteilles de vin vides jonchaient le sol. « Lucas » s'est exclamé Brie d'une voix pâteuse. « Voici Ryan. C'est mon consultant. » Ryan était grand, élégant, avec un sourire expert qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'est levé et m'a tendu la main. « Enchanté de te rencontrer, mec. Braise m'a tout raconté sur toi. »« Que fais-tu dans mon bureau ?» ai-je demandé en ignorant sa main. « Tu utilises juste ton ordinateur pour consulter des documents juridiques. » Brie a fait un signe de la main dédaigneux. « Des papiers de divorce. » Ryan m'aide à arnaquer James. J'ai regardé mon écran d'ordinateur. Ils ont fouillé mes dossiers. Documents personnels, projets professionnels, relevés financiers. Sortez, ai-je dit doucement, une rage froide me montant en elle. Vous deux, maintenant. Brie rit. Mais elle se leva en titubant légèrement. Allez, Ryan. Redonnons à ce maniaque du contrôle son précieux espace. Alors qu'il passait devant moi en titubant, Ryan chuchota à voix haute. Tu ne plaisantais pas, totalement gâcheur. J'ai passé l'heure suivante à changer tous mes mots de passe et à vérifier à quoi ils avaient accédé. Ils se trouvaient dans ma boîte mail personnelle, mes informations bancaires, et même mes dossiers professionnels. J'étais furieuse, non seulement de cette atteinte à ma vie privée, mais aussi de la désinvolture avec laquelle ils avaient transgressé mes limites. Quand j'en ai parlé à Emma plus tard, elle s'est montrée dédaigneuse. Brie a dit qu'ils avaient juste besoin d'imprimer des documents pour son divorce, dit-elle en levant à peine les yeux de son carnet. Ce n'est pas grave, Lucas. Ils étaient ivres dans mon bureau en train de fouiller mes dossiers personnels. Comment ça, c'est pas grave? Emma soupira, marqua sa page et posa le livre. Tu exagères. Brie ne ferait rien de malicieux. Tu ne le sais pas, insistai-je. Tu ne vois pas comment elle se comporte quand tu n'es pas là. Elle n'a aucun respect pour moi ni pour notre maison. Peut-être que si tu étais plus accueillant avec elle. Plus accueillant? L'interrompis-je, la voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Je l'ai laissé vivre chez nous pendant 2 mois. J'ai payé sa nourriture, son vin, ses virées shopping. J'ai supporté que ses enfants détruisent notre maison et qu'elle me traite comme une colocataire indésirable. Comment pourrais-je être plus accueillante? Le visage d'Emma se durcit. Elle fait partie de la famille, Lucas. Ma famille. Et elle traverse une période difficile. Et moi? Et nous? Ça ne te concerne plus? Elle détourna le regard, son silence plus accablant que n'importe quelle parole. Le point de rupture survint lors d'un dîner chez nous avec les parents d'Emma. Brie les avait invités sans me prévenir. En rentrant du travail, je trouvai ma belle-mère dans la cuisine et mon beau-père en train de regarder du sport dans mon salon. Dîner de famille ce soir, m'informa Emma quand je lui demandai ce qui se passait. Papa et maman voulaient voir les enfants. J'ai enlevé mes vêtements de travail et je les ai rejoints, essayant d'être sympa malgré l'embuscade. La conversation tourna autour du divorce de Bray, de l'adaptation des enfants et du nouveau projet d'Emma, redécorer notre chambre d'amis pour la rendre plus confortable pour Brie. Je restais assise tranquillement à ramasser mon repas jusqu'à ce que mon beau-père me pose des questions sur mon travail. Tu t'occupes toujours de sécurité informatique, Lucas? J'acquiesçai. On vient de signer un nouveau contrat avec un prestataire de soins de santé. C'est un grand dieu. On peut éviter de parler d'informatique au dîner? Brie l'interrompit en levant les yeux au ciel. C'est tellement ennuyeux. Je répondais juste, commençai-je. Lucas vit dans son petit monde numérique, poursuivit Brie en s'adressant à ses parents, mais en me lançant un regard dédaigneux. La moitié du temps, je crois qu'il ne remarque même pas ce qui se passe dans cette maison. Ma belle-mère a ri, gênée. Mon beau-père s'est soudain intéressé à sa purée de pommes de terre. Emma n'a rien dit. J'en remarque plein, ai-je dit d'un ton neutre. Et toi, alors? Brie a incliné la tête, un sourire moqueur aux lèvres. Parfois, je me dis que si on disparaissait demain, personne ne s'en apercevrait pendant des jours.
On est comme un fantôme chez soi. Le silence est revenu à table. J'ai regardé Emma, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle reconnaisse le caractère déplacé du commentaire de sa sœur. Elle a baissé les yeux vers son assiette et n'a rien dit. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être quelque chose qui se brisait lentement depuis des années a-t-il finalement volé en éclats. J'ai posé ma fourchette avec précaution, me suis essuyé la bouche avec la serviette et me suis levé. Excusez-moi, ai-je dit doucement. J'ai du travail à finir. J'ai passé le reste de la soirée dans mon bureau, porte fermée à clé, les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur, sans rien voir. Ces mots résonnaient dans ma tête. Si tu disparaissais demain, personne ne s'en apercevrait pendant des jours. Le pire, ce n'était pas que Brie le dise. C'était le silence d'Emma qui le confirmait. 3 semaines plus tard, Brie décida d'organiser un barbecue familial dans notre jardin. Je l'ai appris en rentrant et en trouvant Emma et Brie en train de rédiger une liste de courses. Il faut qu'on achète des steaks, des petits pains, et encore cette salade de pommes de terre que maman adore. Brie disait, oh, et James ramène les enfants vendredi soir, alors on les invitera aussi pour le barbecue. Qui vient, demandai-je en posant mon sac d'ordinateur portable. Les 2 femmes levèrent les yeux, presque surprises de me voir là. Juste la famille, dit vaguement Emma. Mes parents, ma tante Diane et mon oncle Robert, quelques cousins. Et quelques amis, ajouta Brie. J'ai invité Sarah, Mike et ce mignon petit gars de ton cours de yoga, Emma. Comment s'appelle-t-il? Nathan. J'ai haussé un sourcil en regardant ma femme. Tu as invité Nathan de ton cours de yoga à notre barbecue familial? Emma eut la grâce de paraître légèrement gênée. Brie pensait que ce serait bien d'avoir plus de monde. Nathan venait d'emménager ici. Il ne connaît pas encore grand monde. Quelque chose que je puisse faire pour aider à la préparation, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Non, on s'en occupe, dit Brie d'un ton dédaigneux. Reste juste à l'écart. Je regardais Emma, qui était déjà retournée à sa liste. Reste à l'écart chez moi pour un barbecue. Je n'ai pas été consulté. D'accord, dis-je. Je serai à mon bureau. Ce soir-là, j'entendis par hasard une conversation qui changea tout. J'allais chercher de l'eau à la cuisine quand j'entendis Emma et Brie discuter sur la véranda, leur voix résonnant à travers la fenêtre ouverte. Tu dois arrêter de le contrarier, disait Emma, la voix tendue. Il est déjà énervé à cause du barbecue. S'il te plaît, railla Brie. Lucas a besoin de se détendre. C'est aussi ma maison. Mais ce n'est pas le cas, dit Emma doucement. C'est notre maison. La mienne et celle de Lucas. Il y eut un silence, puis la voix de Bray se fit plus sèche. Tu n'y crois pas vraiment, n'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que Lucas et toi avez fait quelque chose ensemble? À quand remonte la dernière fois que tu en as eu envie? Admets-le, Emma. Ton mariage était terminé bien avant mon arrivée. Ce n'est pas vrai, protesta Emma, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Tu me dis depuis des années qu'il est distant, que tu as l'impression de vivre avec un inconnu. Je dis juste ce que tu as trop peur d'admettre. Tu serais mieux sans lui. Brie, arrête. Pourquoi? Parce que tu sais que j'ai raison. Écoute, tout ce que je dis, c'est que Nathan a l'air de vraiment t'aimer et que tu mérites d'être heureuse. Si Lucas est trop absorbé par son univers informatique pour remarquer que sa femme est malheureuse, pourquoi continuer à faire semblant? Je m'éloignai un instant de la fenêtre, me sentant mal. Était-ce ce qu'Emma pensait? Que c'était moi qui avais mis un terme à notre mariage, que c'était moi qui étais la cause de son malheur, et Nathan, le professeur de yoga. Tout s'est mis en place. L'intérêt soudain d'Emma pour les cours de yoga du week-end, ses réponses vagues sur l'endroit où elle était allée, son air cambri a évoqué son invitation au barbecue. Je suis retourné dans notre chambre et je suis resté éveillé pendant des heures, repassant la conversation dans ma tête. Au matin, j'avais pris une décision. Je verrais comment ce barbecue se déroulerait. Je regarderais Emma avec Nathan et je saurais alors ce que je devais faire. Le jour du barbecue est arrivé, un samedi ensoleillé de juillet. Je me suis levé tôt, comme toujours, et je suis allé courir. À mon retour, notre jardin était déjà en pleine transformation. Emma et Brie avaient loué des tables et des chaises que 2 adolescentes que je ne connaissais pas installaient. Un immense barbecue neuf se dressait sur notre terrasse, un autre achat pour lequel je n'avais pas été consulté.
J'ai pris une douche et me suis fait un café, observant l'activité depuis la fenêtre de la cuisine. Emma dirigeait l'installation des glacières et des torches chez Tiki. Brie disposait des fleurs sur les tables. Ils avaient l'air heureux, pleins d'énergie, comme si j'assistais à une fête chez quelqu'un d'autre. À midi, les invités commencèrent à arriver. Les parents d'Emma, sa tante et son oncle, des cousins dont je me souvenais vaguement de vacances passées, des amis de Brest que je n'avais jamais rencontrés, et oui, Nathan du cours de yoga. Grand, bronzé, il accaparait immédiatement l'attention d'Emma avec une histoire de retraite à Bali. Je me déplaçais dans mon jardin comme un visiteur, discutant de choses et d'autres quand c'était nécessaire, resservant mon verre plus souvent que nécessaire. Personne ne me posait de questions sur mon travail, mes opinions ou quoi que ce soit. J'étais, comme Brie l'avait si bien prédit, un fantôme dans ma propre maison. Le plus douloureux était de regarder Emma avec Nathan. Sa façon de rire à ses blagues, de lui toucher le bras, de se pencher pour l'entendre par-dessus la musique. Il régnait entre eux une aisance qu'Emma et moi n'avions pas partagée depuis des années. Je les ai surpris à un moment s'éloignant de la foule, se dirigeant vers le côté de la maison où un petit chemin de jardin menait au jardin. Ils revinrent un quart d'heure plus tard, les joues d'Emma rougies, la main de Nathan posée sur son dos. Tard dans l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner et que l'alcool avait détendu tout le monde, je me retrouvais seul, près de la limite de notre propriété, à observer la scène. Emma riait d'une remarque de Nathan. Brie tenait la cour à la table principale, racontant à voix haute les injustices de son mariage à un public ravi. J'envisageais de m'éclipser dans mon bureau quand la voix de Bray s'éleva soudain au-dessus du brouhaha ambiant. « Oh mon Dieu, je vous ai déjà raconté ce que Lucas avait dit l'autre jour » cria-t-elle en me désignant d'un geste. Il se plaignait que les enfants faisaient trop de bruit pendant qu'il travaillait. Tous les regards se tournèrent vers moi, y compris celui d'Emma. Son expression, un mélange de vin, induisait une certaine détente et une légère curiosité. Je ne me suis pas plaint, dis-je calmement. J'ai demandé s'il pouvait jouer dans le jardin pendant ma visite client. Voyez, Brie rit en s'adressant à la foule. Il est comme ce vieux grincheux coincé dans notre sous-sol. La plupart du temps, j'oublie qu'il habite ici. Quelques personnes ont ri, gênées. Le sourire d'Emma s'est légèrement crispé, mais elle n'a rien dit. Brie, enhardie par l'alcool et l'attention, a insisté. J'ai dit à Emma l'autre jour, si Lucas disparaissait demain, personne ne le remarquerait pendant des jours. Il est déjà quasiment invisible. D'autres rirent, plus fort cette fois. Emma a ri doucement, échangeant un regard avec Nathan qui m'a noué l'estomac. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Comme si je m'observais de loin, j'ai souri, levé mon verre pour un toast moqueur et dit clairement, on devrait peut-être se renseigner. Puis je me suis retourné et suis entré dans la maison, laissant derrière moi un silence confus. Cette nuit-là, après le départ des invités et le jardin jonché des débris de la fête, je suis resté éveillé à côté d'Emma. Elle s'était couchée tard, sentant le vin, la cigarette et le parfum des autres. Ta sœur a dépassé les bornes aujourd'hui, ai-je dit dans l'obscurité. Emma a soupiré. Elle plaisantait, Lucas. Tu es trop susceptible. Elle m'a humilié devant toute ta famille, et tu as ri. Ce n'était pas comme ça, murmura-t-elle en se détournant déjà de moi. Tu en fais trop tout un plat. Et moi? Tu rirais si je plaisantais sur son mariage raté devant tout le monde? C'est différent, dit Emma d'une voix plus dure. Elle traverse une période difficile. Et moi, Emma, que traverses-tu? As-tu seulement réfléchi à ça? Elle ne répondit pas, et quelques minutes plus tard, sa respiration s'accéléra jusqu'au sommeil. Je fixai le plafond, un plan se dessinant dans ma tête. Un test peut-être, ou peut-être une échappatoire. Je ne savais pas encore lequel, mais la graine était plantée. Si je disparaissais demain, est-ce que quelqu'un le remarquerait? J'allais bientôt le découvrir. Le lendemain matin, je me réveillai avant Emma et repris ma routine dominicale habituelle. Café, nouvelle sur ma tablette, petit déjeuner léger, mais quelque chose avait changé. J'ai traversé ma maison avec un regard neuf, observant tout comme si je le cataloguais pour la dernière fois. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai mis mon plan d'évasion à exécution. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, organisé du télétravail avec mon patron et trouvé un chalet dans une ville de montagne à 3 heures de route. J'ai fait mes bagages petit à petit et me suis préparé pendant les moments volés où tout le monde dormait ou était sorti. Pendant ce temps, Brie et Emma poursuivaient leur routine, inconscientes de mes intentions. Pas une seule fois,
aucune d'elles n'a remarqué mon changement de comportement ni ne s'est demandé pourquoi je prenais soudainement plus d'appels privés ou disparaissais pour des pauses déjeuner plus longues. Leur indifférence n'a fait que confirmer que je prenais la bonne décision. Ce qu'elles n'ont pas remarqué non plus, c'est que j'avais installé une petite caméra dans notre salon, cachée dans une décoration d'étagère. Je me disais que c'était pour la sécurité, mais au fond, je savais que je cherchais une confirmation, une preuve que ce que je soupçonnais à propos d'Emma et Nathan était vrai. Je l'ai eu. 3 jours plus tard, j'étais au travail lorsque l'alerte de mouvement a sonné sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé Emma conduire Nathan dans notre salon. Il riait, se touchait, à l'aise, d'une manière qui trahissait une certaine familiarité. Il l'a serrée contre lui, l'a embrassée profondément, et elle a répondu avec une impatience que je ne lui avais pas vue depuis des années. « Tu es sûr qu'il ne rentrera pas ?» a demandé Nathan tandis qu'ils se séparaient. « Il ne rentre jamais tôt », a répondu Emma en lui prenant la main et en l'entraînant vers l'escalier. « On a des horaires. » J'ai fermé l'application, la main tremblante. J'avais ma réponse. Chez nous, dans notre lit, pendant que j'étais au travail. La dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai trouvé un mot sur le comptoir de la cuisine un matin. On emmène Brie et les enfants faire les courses, puis on déjeune dans ce nouveau restaurant en centre-ville. On n'attend pas pour dîner. Pas d'invitation, pas de considération pour mes plans. Juste une autre journée où je suis passé au second plan dans mon propre mariage. J'ai passé la journée à finaliser mes préparatifs. J'ai viré le reste de l'argent que je m'étais alloué. J'ai vidé mes affaires personnelles de mon bureau, en laissant juste assez pour éviter tout soupçon. J'ai écrit une lettre à Emma qui m'a pris 3 brouillons à rédiger. Quand ils sont rentrés à la maison ce soir-là, chargés de sacs de courses et racontant leur journée avec enthousiasme, je les ai accueillis avec un sourire calme. « Bonne journée ?» ai-je demandé. « Le meilleur ?» s'est exclamé Brie. Emma a acheté une robe adorable et nous avons trouvé cette nouvelle boulangerie géniale. « Ça a l'air sympa ?» ai-je dit. J'ai commandé une pizza pour le dîner. Elle est dans la cuisine. Emma a eu l'air surprise. Oh, je croyais qu'on t'avait dit de ne pas attendre pour le dîner. On a déjà mangé. Je l'ai prise pour moi, ai-je dit. Mais il y en a plein si quelqu'un en veut. Personne n'en a voulu. Brie a accompagné les enfants à l'étage pour les bains, et Emma a disparu dans le salon pour appeler sa mère. J'ai mangé une part de pizza debout au comptoir de la cuisine, en regardant autour de moi cette maison qui ne me ressemblait plus. Ce soir-là, j'ai attendu qu'Emma s'endorme. Je suis sorti prudemment du lit, j'ai enfilé les vêtements que j'avais disposés dans la salle de bain et j'ai pris mon téléphone et mon portefeuille. J'ai longuement observé la silhouette endormie de ma femme, me remémorant cette fille au rire contagieux qui m'avait autrefois donné l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. J'ai laissé la lettre sur mon oreiller, avec les papiers du divorce que j'avais préparés et une capture d'écran de ma caméra de surveillance. Emma et Nathan entraient dans notre chambre. Puis je suis sorti une dernière fois. La maison était silencieuse tandis que je descendais. J'ai récupéré mon ordinateur portable dans mon bureau, caché dans le petit sac du placard de l'entrée. Sans un regard en arrière, j'ai fermé la porte d'entrée, suis monté dans ma voiture et me suis éloigné de Spring Piney. 3 heures plus tard, à l'aube sur les montagnes, j'arrivais à ma nouvelle maison, une petite cabane à la périphérie d'une ville appelée Blue River. C'était simple, rustique et entièrement à moi. J'ai déballé mes quelques affaires, fait le lit avec des draps achetés spécialement pour cet endroit et me suis tenu à la fenêtre pour admirer les pins qui entouraient mon nouveau sanctuaire. Pour la première fois depuis des années, j'ai pris une grande inspiration, libéré de la déception et du ressentiment. Je me demandais combien de temps il faudrait à Emma pour lire ma lettre, pour réaliser que j'étais bel et bien parti. Pour comprendre que j'avais repris la blague de sa sœur et l'avais transformée en réalité. La lettre était simple, Emma. Tu avais raison sur un point. J'étais un fantôme chez nous depuis longtemps. La différence, c'est que je le remarquais chaque jour. Je le remarquais à mesure que nous nous éloignions. À mesure que tu prenais plus de plaisir en la compagnie de ta sœur qu'en la mienne. À mesure que tu arrêtais de me voir. Brie avait raison aussi. Si je disparaissais, personne ne le remarquerait pendant des jours. Alors, je disparais. Quand tu liras ces lignes, je serai parti. Pas seulement de la maison, mais de notre mariage. Les papiers du divorce sont clairs. Je ne demande rien d'autre que ma liberté. Signez-les. Envoyez-les à l'adresse indiquée par mon avocat, et nous pourrons tous les deux tourner la page. Je sais pour Nathan.
Je sais pour tous les mensonges. Je mérite mieux que d'être la cible de moqueries chez moi. Et je mérite mieux qu'une femme qui ne pouvait même pas être fidèle dans notre lit. Maintenant, tu remarqueras que je suis parti. Mais c'est trop tard. Lucas. J'ai allumé mon téléphone une fois installé dans le chalet. Il n'y a eu ni appel, ni SMS. Une confirmation, si besoin, que mon absence n'avait pas encore été détectée. Je l'ai éteint et me suis préparé le petit déjeuner dans ma nouvelle cuisine. Le silence autour de moi n'était pas solitaire. Il était paisible. Il a fallu 3 jours pour que mon téléphone explose de notifications dès que je l'ai brièvement allumé. Appel manqué d'Emma. Messages vocaux. SMS allant de la confusion à la colère, en passant par les supplications. J'ai écouté un message vocal. La voix d'Emma était tendue par la colère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Lucas? Tu ne peux pas partir comme ça. Rappelle-moi immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai envoyé un email à mon patron pour confirmer mon accord de télétravail, j'ai installé mon nouveau bureau à domicile et j'ai commencé à établir des routines qui n'appartiennent qu'à moi. Je faisais de la randonnée le matin. Je travaillais la journée. Je lisais des livres le soir sur un petit talus surplombant un ruisseau derrière ma cabane. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Une semaine passa, puis 2. Les appels et les textos d'Emma se firent plus rares. Mon avocate confirma qu'elle avait bien reçu les papiers du divorce, mais qu'elle ne les avait pas encore signés. Je n'étais pas surprise. Emma avait toujours eu du mal à accepter la fin des choses. J'ai commencé à rencontrer des gens à Blue River. La propriétaire du café du coin, une femme âgée nommée Dorothy, qui me réservait la table la plus tranquille du coin chaque matin. Le bibliothécaire, Marc, qui me recommandait des livres d'histoire locale et m'invitait à un club de lecture communautaire. Un groupe de randonneurs qui m'accueillait pour leur randonnée du samedi matin. Je n'ai raconté à personne toute mon histoire. J'étais juste Lucas, un consultant en technologie parti vivre en montagne pour changer d'air. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de déballer mon passé pour ces nouvelles connaissances. Elles m'ont accueilli tel que j'étais, et c'était rafraîchissant. Un mois après mon départ, j'ai reçu un email d'Emma. Lucas, je ne comprends pas comment tu as pu t'en aller comme ça après 9 ans de vie commune. Quels que soient nos problèmes, nous aurions pu les surmonter. Fuir ne résout rien. Oui, j'ai fait des erreurs. Nathan en était une. Mais tu as été si distant, si indifférent à moi pendant si longtemps. Sais-tu ce que ça fait d'être invisible aux yeux de son propre mari? D'être traité comme une colocataire plutôt que comme une épouse? Brie a trouvé son chez-soi maintenant. La maison est vide et silencieuse. Trop silencieuse. Je m'attends toujours à t'entendre dans ton bureau ou à te voir préparer le café le matin. Rentre à la maison pour qu'on puisse discuter. Tu me manques, Emma. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre. L'Emma qui me manquait maintenant était la même Emma qui ne m'avait pas vu depuis des années. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. 2 mois après mon départ, je m'étais complètement installé dans ma nouvelle vie. Mon travail marchait bien. J'avais recruté de nouveaux clients qui appréciaient mon efficacité et ma discrétion. J'avais fait des connaissances qui devenaient peu à peu des amis. J'avais même eu un rendez-vous sans lendemain avec une femme rencontrée au club de lecture. Rien de sérieux, mais une agréable soirée de conversation prometteuse pour l'avenir. J'étais assis à ma table préférée au café Dorothy par un matin pluvieux d'octobre quand quelqu'un s'est glissé sur la chaise en face de moi. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, m'attendant à voir Dorothy avec une recharge de café. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à Kevin Roberts, mon ancien voisin de Spring Piney et l'une des rares personnes que j'avais considérées comme des amis pendant mon mariage avec Emma. Je t'ai trouvé, a-t-il dit avec un sourire hésitant. Tu es un homme difficile à retrouver. Et Lucas, j'ai fermé mon ordinateur. Comment m'as-tu trouvé? Je suis dans l'immobilier, tu te souviens? J'ai des contacts avec des agences de location. Une fois que j'ai su que tu étais toujours dans l'Oregon, il n'y avait plus qu'à passer quelques coups de fil. Il a fait signe à Dorothy de prendre un café. De plus, Emma a mentionné que tu avais toujours parlé d'eux. Vivre à la montagne un jour. À l'évocation du nom d'Emma, j'ai ressenti un pincement au cœur. C'est elle qui t'a envoyé? Kevin secoua la tête. Elle ne sait pas que je suis ici.
Nous avons beaucoup parlé beaucoup. En fait, elle ne va pas bien, Lucas. Je suis désolé d'entendre cela, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, je n'avais jamais voulu que Emma souffre. J'avais juste besoin d'arrêter de m'empêcher de souffrir. Brie a déménagé il y a environ un mois, a poursuivi Kevin, remerciant Dorothy en lui faisant apporter du café. Apparemment, elle et Emma ont eu un combat massif. Emma a finalement vu ce que vous essayez de lui dire depuis le début. Trop tard, dis-je tranquillement. Kevin hocha la tête. C'est aussi ce qu'elle a dit. Elle vend la maison, ne peut pas se le permettre toute seule, et elle dit qu'il y a trop de souvenirs de toute façon. J'ai absorbé ces informations, surpris par mon manque de réponse émotionnelle. La maison qui avait autrefois été le centre de mon monde ressemblait maintenant à un souvenir lointain, un endroit que j'avais vécu dans une autre vie. Pourquoi es-tu ici, Kevin? J'ai enfin demandé. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Un geste nerveux dont je me suis souvenu de nos conversations sur les clôtures et les bières de l'arrière-cour les soirs d'été. 2 raisons. Tout d'abord, en tant que ami, je voulais m'assurer que vous alliez bien. Vous avez disparu assez dramatiquement, mec. Je vais bien, je lui ai assuré. Mieux que bien, en fait. Je peux voir cela, a-t-il dit, en regardant autour du café, puis en me retournant. Vous semblez plus léger en quelque sorte. Et la deuxième raison, Damien Kevin hésita. Emma m'a demandé de vous donner quelque chose si je vous trouvais. Elle cherche, vous savez, à embaucher un enquêteur privé à un moment donné, mais vous avez bien couvert vos traces. Il tendit la main dans sa veste et sortit une enveloppe. Elle a écrit ceci il y a environ une semaine, m'a demandé de le garder avec moi au cas où j'aurais une avance sur l'endroit où vous étiez. J'ai regardé l'enveloppe sur la table entre nous. Mon nom a été écrit dessus dans l'écriture familière d'Emma. Une fois si cher à moi, maintenant encre sur papier. Vous n'avez pas à le lire maintenant, a déclaré Kevin, debout. Ou jamais, d'ailleurs, mais j'ai promis que je le livrerais si je le pouvais. Il a sorti une carte de visite et l'a placée à côté de l'enveloppe. Mon nouveau numéro si vous voulez parler ou avoir besoin de quelque chose. Je suis toujours votre ami, Lucas. J'ai hoché la tête, incapable de trouver des mots. Kevin a brièvement serré mon épaule, puis a quitté le café, la cloche au-dessus de la porte en saillant gaiement derrière lui. Je me suis assis pendant longtemps en regardant les limites. Enfin, je l'ai ramassé, j'ai payé mon café et je suis retourné à ma cabine à travers la pluie légère. À la maison, j'ai construit un feu dans la petite cheminée en pierre et je me suis fait du thé. Ce n'est qu'alors que j'ai ouvert la lettre d'Emma. Cher Lucas, j'ai écrit cette lettre 100 fois dans ma tête, mais maintenant que je mets du stylo sur papier, je ne sais pas par où commencer. Avec des excuses, je suppose. Je suis désolé. Ces mots sont inadéquats pour la blessure que je vous ai causée, mais elles sont vraies. Ce que vous savez, c'est que la nuit après votre départ, Brie a ramené cet homme Ryan à la maison. Ils ont saccagé votre bureau à la recherche d'informations financières, pensant que vous pourriez avoir caché de l'argent quelque part. Quand je les ai attrapés, Brie a ri et a dit, vous avez probablement été fauché de toute façon. C'est là que je l'ai finalement vue pour qui elle est vraiment. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un appel de James, ex. Il m'a dit des choses sur son divorce dont elle avait menti. James ne l'a pas expulsé. Il l'a surpris en train de tricher avec plusieurs hommes, dont Ryan. Il avait des preuves de voler de l'argent à leur compte conjoint. Toutes ces choses qu'elle a dites à son sujet étaient des projections de son propre comportement. La maison est à vendre maintenant. Je ne peux pas me le permettre seul. Et honnêtement, je ne veux plus y vivre. J'ai signé les papiers de divorce et les ai envoyés à votre avocat. Vous êtes libre maintenant, comme vous devriez l'être. Soyez heureux, Lucas. Vous le méritez. Emma, j'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai posée sur la table basse. À l'extérieur, la pluie s'était arrêtée et la lumière du soleil en fin d'après-midi traversait les nuages, produisant des ombres pluites à travers les pins. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Tristesse pour la jeune fête que nous avions été. Soulagement qu'Emma avait finalement vu la vérité. Une douleur persistante pour ce qui aurait pu être si nous avions tous deux été des personnes différentes. Mais il n'y avait aucun désir de revenir en arrière. Aucune envie de l'appeler ou de répondre. Ce chapitre a été fermé. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir dans mon bureau. Pas pour rester proche, mais pour ranger un morceau de mon passé qui ne définissait plus mon présent.
3 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation de mon avocat que le divorce a été finalisé. J'étais à nouveau officiellement célibataire à 38 ans. Ce soir-là, j'ai invité mon groupe de randonnée dans ma cabine pour un petit rassemblement, pas pour célébrer la fin de mon mariage, mais pour marquer le début de tout ce qui est venu. Alors que nous nous asseyions autour de la cheminée, partageant des histoires et riant, mon téléphone bourdonnait d'un texte. Je l'ai regardé, surpris de voir un numéro que je n'ai pas reconnu. C'est Emma. Je suis à Blue River. Kevin m'a dit où vous trouvez. S'il vous plaît, donnez-moi simplement 5 minutes. Je suis au lodge sur la rue Main. J'ai regardé le message, mon esprit courir. Elle était ici dans ma ville? Comment Kevin avait-il trahi mon emplacement après avoir promis qu'il ne le ferait pas? Je me suis excusé et je suis monté sur le porche, composant le numéro de Kevin en se serrant la main. Avez-vous dit à Emma où je suis? J'ai exigé quand il a répondu. Lucas, je peux expliquer, a-t-il commencé. Sa voix tendue. Elle était en désordre, parlant de se blesser si elle ne pouvait pas vous voir une fois de plus. J'étais inquiet de ce qu'elle pouvait faire. Tu n'avais pas le droit, dis-je froidement. C'était mon nouveau départ. Mon espace. Je sais, et je suis désolé, mais elle n'est pas stable, mec. Elle a tout perdu. Vous la maison, sa relation avec sa sœur. Elle a perdu son emploi la semaine dernière. Elle est désespérée. J'ai raccroché, furieux et en conflit. Un autre texte est passé. S'il vous plaît, Lucas, seulement 5 minutes, puis je vais ne plus jamais vous déranger. J'ai besoin de fermeture. Fermeture? Le mot résonnait dans mon esprit. Avais-je aussi besoin de fermeture, ou l'avais-je déjà trouvé dans ma nouvelle vie? J'ai dit à mes invités que j'avais une urgence à laquelle assister et je reviendrai bientôt. Ensuite, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit au lodge. Emma était assise dans le hall, son visage pâle et dessiné, ses yeux ombragés par l'épuisement. Quand elle m'a vu, elle se tenait rapidement, lisant nerveusement son pull. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Tu ne devrais pas être là, Emma, répondis-je en gardant mes distances. Le divorce est définitif. Nous avons dit tout ce qui doit être dit. Je sais, murmura-t-elle. J'avais juste besoin de vous voir une fois de plus pour s'excuser en personne. Elle a fait un pas vers moi. Lucas, j'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, ma sœur, même ma dignité. Mais vous perdrez le pire. Je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce qu'il soit parti. C'est généralement comme ça que ça fonctionne, dis-je, me battant pour garder ma voix stable. Mais la réalisation ne change pas la réalité. Ne pouvons-nous pas parler? Elle a plaidé. Quelque part privé juste pendant quelques minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de marcher avec elle le long du chemin de la rivière derrière le lodge. La soirée était fraîche, le soleil couchant peignant l'eau dans des tons d'or et de cramoisi. J'ai vu un thérapeute, a déclaré Emma en marchant, essayant de comprendre comment je laisse les choses devenir si mauvaises entre nous. Pourquoi j'étais si aveugle à ce que Brie faisait? Pourquoi je vous ai trahi avec Nathan? Et qu'avez-vous découvert? Ai-je demandé, curieux malgré moi. Elle a soupiré que je vous ai blâmé pour notre incapacité à avoir des enfants, que je vous ai ressenti pour avoir semblé passer à autre chose pendant que j'étais encore en deuil, que j'étais tellement perdu dans ma propre douleur que je ne pouvais pas voir la vôtre. Elle fit une pause, je n'aurais pas dû faire face à la déchirure, et que j'ai utilisé Brie et Nathan comme des distributions Kevin, she said finally. I manipulated him into telling me where you were. He was just worried about me. That seemed to be a pattern with you, he observed. Getting people to do what you want by making them worry about you. She flinched at my word. I'm trying to change Lucas. I really am. I believe you, he said, and was surprised to find him on it. But that doesn't change anything between us. We had reached a small wooden bench overlooking a bend in the river. Emma s'est assise et après un moment d'hésitation, je l'ai rejointe, garder une distance prudente entre nous. Avez-vous déjà pensé à ce qui aurait pu arriver si nous avions pu avoir des enfants? Demanda-t-elle doucement. Si nous avions parfois prévu la famille que nous prévoyions, ai-je admis. Mais j'ai fait la paix avec ça. Avec tout ça, se tourna-t-elle pour me faire face, les yeux remplis d'un espoir désespéré qui me faisait mal à la poitrine. Pourriez-vous jamais me pardonner suffisamment pour réessayer?
Pas maintenant, pas de sitôt, mais un jour. Nous étions bien ensemble une fois, Lucas. La question était suspendue dans l'air entre nous, lourde de toute l'histoire, de la douleur et de la confiance brisée de notre passé. Pour un bref moment désorientant, je pouvais voir un alternatif avenir qui se déroule. Nous Emma et moi avons repris la cendre, mais que nous avons appris à partir de nos erreurs, où nous sommes devenus des partenaires. Regardez sur son visage alors qu'elle rit de la blague cruelle de Bray. Non, dis-je doucement mais fermement. Ce que nous avions est parti, Emma. J'ai continué et vous devez faire de même. Son visage s'effondre, mais elle hocha la tête, acceptant la finalité dans ma voix. Je comprends. Et j'avais juste besoin d'essayer. Alors que la dernière lumière s'estompait du ciel, nous sommes retournés au lodge en silence. À l'entrée, Emma s'est tournée vers moi une dernière fois. Soyez heureux, Lucas, dit-elle, faisant écho aux mots de sa lettre. Je veux dire ça. Toi aussi, répondis-je. Prenez soin de vous, Emma. Je l'ai regardée entrer dans le lodge, une silhouette solitaire se déplaçant à travers la lumière chaude du hall. Ensuite, je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture, dans ma cabine, à mes invités qui attendaient que je revienne. Alors que je traversais la forêt assombrisante, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Pas un haltérophilie exactement, mais un sentiment d'achèvement. L'histoire de Lucas et Emma Harper était enfin terminée. Pas avec la confrontation dramatique ou les retrouvailles en larmes que j'aurais pu imaginer, mais avec une reconnaissance silencieuse de ce qui était et de ce qui ne pourrait plus être. De retour dans ma cabine, mes nouveaux amis m'ont accueilli avec des lunettes surélevées et des questions concernées. Je leur ai assuré que tout allait bien, juste une fin lâche de ma vie précédente qui devait se lier. Pour les nouveaux débuts, quelqu'un a grillé et nous avons tous élevé nos lunettes. Pour les nouveaux débuts, j'ai fait l'écho et bu profondément. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti et que la cabine était à nouveau silencieuse, je me suis assis sur mon pont sous les étoiles. J'ai pensé à l'étrange chemin qui m'avait conduit ici, comment une blague cruelle dans un barbecue familial était devenue le catalyseur de mon évasion. Ma liberté, ma renaissance. Mon téléphone a bourdonné un texte. Je m'attendais à ce que ce soit d'Emma. Un dernier adieu peut-être, mais c'était de Sarah, la femme de mon club de lecture. Nous avons passé un bon moment ce soir. Dîner demain. Juste nous deux cette fois. J'ai souri et tapé. J'aimerais ça. Alors que je pose mon téléphone, j'ai remarqué une lumière au loin. Une cabine à travers la vallée, ses fenêtres brillant chaleureusement dans l'obscurité. Quelqu'un d'autre fait une vie dans ces montagnes, trouvant son propre chemin, sa propre paix. Je me demandais brièvement si Emma trouverait son chemin aussi, si elle guérissait des blessures que nous avions infligées les unes aux autres, si elle devenait finalement la personne qu'elle voulait être plutôt que la personne qu'elle s'était autorisée à devenir. Mais c'était son histoire maintenant, pas la mienne. Mon histoire était là dans cette cabine, dans cette ville, avec ces gens qui m'ont vu clairement pour qui j'étais. Des gens qui remarqueraient si je disparaissais demain. La blague de Bray était devenue ma réalité, mais pas dans la façon dont elle l'avait voulu. J'avais disparu d'une vie où j'étais invisible, seulement pour réapparaître dans celui où j'ai finalement été vu. Et cela a fait toute la différence.